Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Clôture des travaux des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement. Plusieurs conférences, événements et panels sont prévus. Nous ferons le point avec notre journaliste sur place. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part aux travaux de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne, tenue hier à Bruxelles. Le ministre de la Communication et le ministre de l'Économie, de la Connaissance des startups et des micro-entreprises supervisent une journée d'études organisée par l'entreprise nationale publique de télévision algérienne ASETIF. Le Maroc suscite la controverse en présentant sa candidature au prix Nelson Mandela des Nations Unies. Une démarche dénoncée par l'Union progressiste des procureurs espagnols. Les détails dans un instant. Nous ferons le point dans cette édition sur le bilan de l'agression génocidaire sioniste. Aujourd'hui encore, au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les travaux des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se poursuivent pour le 4e jour et dernier jour au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger. La journée de clôture est marquée par un programme riche incluant plusieurs conférences, événements et panels. Et pour en parler, nous avons avec nous du CIC notre journaliste Yamina Sajdi. Yamina, bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur le bilan de cette rencontre et quels sont les principaux accords conclus ? Bonjour Yasmine, bonjour à tous. Alors le bilan est plutôt conséquent. Plus de 8 milliards de dollars d'accords ont été signés en 3 jours lors des assemblées annuelles 2025 de la Banque islamique de développement avec plusieurs pays membres dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, l'agriculture ou encore l'aide humanitaire. L'Algérie a noté la signature d'un accord de 15 millions de dollars entre Salama Bank Algérie et la Société internationale islamique de financement du commerce visant à soutenir les opérations de commerce extérieur des entreprises nationales. Par ailleurs, une subvention de 250 000 dollars a été allouée au projet Hirfati destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les artisans pour le renforcement de leur autonomie. Donc voilà l'essentiel à retenir pour ces 3 journées marquées par des engagements forts en matière de développement. Les ateliers, eux, se poursuivent toujours avec à la clé des recommandations attendues dans les prochaines heures. Merci Yamina Saïdji pour tous ces détails. Sur instruction du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part aux travaux de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne hier à Bruxelles. Une rencontre qui permettra de faire le point sur la mise en œuvre des décisions issues du 6e sommet UAUE tenu en février 2022. La rencontre portera également sur des questions clés telles que la paix, la sécurité, la gouvernance, la coopération multilatérale, la prospérité partagée, ainsi que les enjeux liés aux populations, à la migration et à la mobilité, visant à renforcer le partenariat entre les deux unions dans ces domaines stratégiques. Le ministre de la Communication et le ministre de l'Économie, de la Connaissance des startups et des micro-entreprises supervisent une journée d'études intitulée « L'entreprise économique, productrice, incubateur des startups, la télévision nationale, espace d'interaction, un pont de communication ». Une rencontre organisée par l'entreprise nationale publique de la télévision algérienne, ASETIF. Ouverture ce jeudi de la 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott, où environ 200 participants y sont attendus. L'événement mettra en valeur le savoir-faire algérien dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, le textile, l'énergie ou encore l'agroalimentaire.
L'objectif est de renforcer les échanges entre l'Algérie et la Mauritanie et faire du marché mauritanien une passerelle vers l'Afrique de l'Ouest. Un conseil d'hommes d'affaires algéro-mauritanien est aussi prévu en marge de cette foire. À l'occasion du 52e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, qui coïncide avec la journée nationale de l'armée populaire de libération sahraoui, le président sahraoui Ibrahim Ghali a réaffirmé la nécessité de poursuivre le combat sur tous les fronts jusqu'à l'obtention de la liberté et de l'indépendance. Le Maroc suscite la controverse en présentant sa candidature au prix Nelson Mandela des Nations Unies, une démarche dénoncée par l'Union progressiste des procureurs espagnols qui voit une tentative de blanchiment politique en totale contradiction avec les valeurs incarnées par le leader sud-africain. L'organisation pointe du doigt les nombreuses violations des droits humains commises par Rabat, notamment dans les territoires occupés du Sahara occidental. Rina Lorari. C'est sans vergogne que le Maroc postule pour décrocher le prix Nelson Mandela, un prix attribué par les Nations Unies pour récompenser ceux qui consacrent leur vie au service de l'humanité. La candidature marocaine a suscité un tollé au sein de l'Union progressiste espagnole des procureurs UPF, qui dénonce une tentative manifeste de réhabiliter un régime accusé de graves violations des droits fondamentaux. Cette organisation judiciaire a fustigé une démarche perçue comme une trahison des idéaux portés par Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, l'injustice et le colonialisme. Pour l'UPF, l'éventuelle attribution d'une telle reconnaissance à un État encore engagé dans une occupation militaire d'un territoire non autonome, en référence au Sahara occidental, revient à insulter la mémoire des peuples encore sous le joug colonial. Selon l'UPF, le Maroc ne peut prétendre à un prix symbolisant la justice et la liberté alors qu'il est accusé de graves violations et atteintes aux libertés fondamentales dans les territoires sahraouis. Arrestations arbitraires, répression des voix sahraouis, torture de prisonniers politiques et pillage des ressources naturelles. Pour les magistrats espagnols, cette nomination dépasse la simple reconnaissance symbolique. Elle est perçue comme une tentative du Marzène d'instrumentaliser l'héritage de Mandela à des fins de légitimation politique, au mépris du droit international humanitaire. Soutenant que le Maroc opprime un peuple sans défense et étouffe toute voix dissidente et se vante même de le faire. L'UPF a dénoncé l'utilisation par le Maroc des Nations Unies et de l'héritage de Mandela dans une campagne publicitaire pour redorer son blason, affirmant que la conduite du Marzène est un scandale majeur qui ne peut être toléré et que dans de telles conditions, le Maroc ne peut prétendre à cette distinction. Et encore une fois, le Maroc fait face à une nouvelle polémique après avoir accueilli sur son sol des soldats sionistes impliqués dans une attaque meurtrière à Rafah contre des secouristes palestiniens. 15 humanitaires tués froidement. Ils ne faisaient que circuler à bord d'ambulances identifiées. Et aujourd'hui, leurs criminels sont accueillis pour des exercices conjoints sur le sol marocain. L'ONU dénonce une complicité inacceptable. Amira Sefta. Décidément, le Marzène excelle dans sa politique de normalisation avec l'entité sioniste, occultant de plus en plus le droit des Palestiniens à se défendre ou à exister tout simplement. Inacceptable est le mot que Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU, a prononcé après l'accueil par le Maroc sur son sol des soldats sionistes dont les mains sont tachées de sang palestinien. Si cela se confirme, ceci marquerait un nouveau seuil de décadence et une violation de l'obligation internationale d'enquêter et de poursuivre les individus impliqués dans ces crimes atroces. J'exhorte les autorités marocaines à respecter l'état de droit. Le monde regarde. Ces génocidaires sionistes prennent part cette semaine à l'exercice militaire African Lion, organisé chaque année par les États-Unis en partenariat avec plusieurs pays africains, dont le Maroc. Cet événement mobilise plus de 8000 militaires pour des entraînements. Seulement, certains participants ont exécuté froidement les 15 secouristes gazaouis. La participation de l'armée marocaine à des exercices conjoints avec des forces de l'armée sioniste révèle plusieurs choses. D'abord, cela montre que le Maroc, ou le Marzène comme on l'appelle, prend part de manière directe à la destruction de Gaza et à l'entreprise de génocide contre le peuple palestinien. Ensuite, cela suggère une perte de souveraineté politique car
Aucun pays véritablement souverain, encore moins une démocratie, n'accepterait d'accueillir des forces militaires impliquées dans des crimes de guerre, notamment la brigade Golani, connue pour avoir tué des secouristes et des membres des Nations Unies qui apportaient de l'aide aux Palestiniens. Une fois de plus, le Maroc apparaît comme un État aligné sur les intérêts sionistes, dirigé par des décideurs qui semblent soumis à ces mêmes intérêts sans réel pouvoir décisionnel indépendant. بلد صهيوني محكوم من قبل الصهيونية ولا قرار سيادي له. Pour rappel, à Rafah le 23 mars dernier, 15 secouristes palestiniens, alors qu'ils circulaient dans des ambulances clairement identifiées, ont été abattus. Leurs corps, portant de graves blessures au niveau de la tête, ont été retrouvés dans des fosses communes, les mains liées. Des images qui ont fait le tour du monde et qui ont mis en émoi les organisations internationales qui dénoncent un mépris total du droit international. Et à Gaza, au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce jeudi dans des bombardements de l'armée d'occupation sioniste. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les agressions perpétrées par l'entité sioniste ont fait 3509 martyrs et 9909 blessés depuis le 18 mars dernier, tandis que le bilan de l'agression génocidaire contre l'enclave palestinienne s'élève à 53 655 martyrs et 121 950 blessés depuis le 7 octobre 2023. Retour en Algérie, à l'extrême est du pays, dans la ville côtière d'El Khala. Un savoir-faire rare perdure, la confection du corail rouge. Depuis 25 ans, un petit atelier façonne à la main ces fragments précieux pour en faire des bijoux uniques. Un héritage artisanal que des mains expertes s'emploient à préserver de génération en génération. Saïda Mayouf. Les profondeurs marines d'El Khala, ville côtière nichée à l'extrême est de l'Algérie, renferment d'importants gisements coralliens. Et c'est à partir de là qu'est extrait le corallium rubrum, une variété de corail rouge réputée pour sa beauté et sa solidité. Cela fait 25 années que je me suis spécialisée dans la transformation et la valorisation du corail, des pierres précieuses et semi-précieuses. Je me suis perfectionnée dans cet art grâce au contact avec d'autres artisans d'Alger et d'autres régions du pays, notamment du Grand Sud. J'ai effectué des formations en Inde et en Italie. Le process est délicat, il faut d'abord nettoyer le corail, le trier selon sa qualité, le scier avec précision, puis le polir pour révéler tout son éclat. Le perçage est une opération nécessitant beaucoup de précision et de concentration. Hérité d'un savoir-faire qui ne s'enseigne pas uniquement dans les livres, mais s'apprend sur le tas au contact du maître artisan à travers des ateliers pédagogiques. J'ai formé jusque-là 350 stagiaires dans différents domaines, la formation professionnelle, la pêche ou encore le tourisme. Certains stagiaires ont obtenu leur carte d'artisan. Je les accompagne toujours pour leur niveau de perfectionnement. Dans cet atelier, le corail brut est savamment manipulé par des mains expertes pour lui donner une vie. En 1996, j'ai appris ce métier auprès d'Italiens et d'Algériens qui tenaient des ateliers par là. Au fil de 10 années d'expérience, j'y ai pris goût et aujourd'hui, je rêve d'ouvrir mon propre atelier de confection de corail. L'artisan Mourad a acquis son expérience auprès de son père, sculpteur sur bois de bruyère depuis l'orée des années 70. Il nous informe que le corail est capricieux et qu'il est nécessaire de le comprendre, voire de le respecter. Ce savoir-faire ancestral et familial est transmis de génération en génération. Après mes cours, mon grand plaisir est de me retrouver dans l'atelier de mon père et de manipuler le corail que j'aime tant. Je suis en classe primaire et comme ma sœur, j'adore venir dans l'atelier. Je vous laisse admirer d'ailleurs ce que j'ai confectionné. À El Khala, le corail n'est pas qu'un produit noble à préserver, c'est un art, une identité, une mémoire vivante qui raconte la mer, le temps et l'âme d'un peuple. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.